Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec M. Julien Athème, comment on dit ça comme ça? Oui, exact. Yes. Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci Anthony. Et toi? Ça va très bien, merci. Fait que, Jules, comment est-ce que j'aime faire les petits épisodes? C'est avoir un petit background sur le monde qui sache un peu t'es qui, tu fais quoi aussi, puis qu'est-ce qui t'a amené dans le monde entrepreneurial. Puis à partir de là, on va échanger sur la belle business que tu as bâtie derrière quelques années. Merveilleux. Avant de commencer Juju, j'étais entraîneur de conditionnement physique. J'avais mon propre gym privé à Montréal. J'entraînais un paquet d'athlètes de haut niveau dans NHL, la boxe, basket, football, you name it. J'ai vu pas mal, un peu de tout dans le monde des athlètes. Et évidemment, j'entraînais monsieur, madame, tout le monde. Et c'était quand j'étais en camp d'entraînement avec Jean-Pascal à Miami que j'ai découvert le monde des collations protéinées. Et ça a comme bien à donner, c'est dans un timing où j'étais en train de réfléchir pour voir est-ce que je m'en vais dans une autre direction, qu'est-ce que je fais avec le gym, est-ce que j'expansionne. J'étais dû pour du changement. Ça faisait 9 ans que j'avais mon gym et j'avais accompli tout ce que je voulais accomplir quand les objectifs que je m'étais donnés quand j'avais commencé. Alors, j'avais comme plus de stimulation. Quand j'ai découvert le monde des collations protéinées, ça a comme ouvert un gros light bulb et une grosse étincelle. Et ça, étant, je viens du monde de gym, que le côté alimentaire, je connaissais absolument rien. À part cuire à la maison, je connais vraiment pas. Mais j'ai décidé de fermer le gym, tout vendre mon équipement, puis de me lancer à 100 000 à l'heure dans ce nouveau domaine d'alimentaire. Nice. Fait que ça a été vraiment un peu comme t'as accompli un peu ce que tu voulais, puis t'avais comme envie d'un nouveau challenge un peu. Fait que, tu sais, Ouais. puis ça a été quoi aussi un peu, tu sais, le monde alimentaire, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené? T'as voulu te nicher un peu vers un produit? Où il y a eu comme un déclic, tu t'es dit, crème, il me semble qu'il manque de tel produit dans le food. Oui, c'est ça, tu sais, avoir été dans le domaine de l'entraînement pendant 15 ans environ, une chose que j'avais remarqué au fil des années, c'est que les gens, ils ont eu de la misère avec l'alimentation, puis surtout les collations. Il y a pas beaucoup d'options de collations qui goûtent bon. Les gens, quand ils prennent des collations santé, ils vont toujours avec la notion que je vais sacrifier le goût parce que c'est bon pour ma santé, mais ça n'a vraiment pas besoin d'être le cas. Tu peux avoir des collations qui goûtent bon et qui sont bons pour la santé et qui sont nutritifs. Fait que avec mon bagage d'expérience dans l'entraînement, c'est là que j'ai vu qu'il y avait comme un gros trou dans le marché où si on est capable de créer quelque chose qui goûte vraiment bon, que les gens aiment manger, ça peut être quelque chose de très intéressant. Non, puis je pense que tu amènes un bon point aussi. Puis il y a beaucoup, tu sais, niveau québécois, il n'y en a pas beaucoup, tu sais, qui ont pris de se lancer là-dedans, beaucoup américains. Tu sais, est-ce que au début, tu focusais pas là-dessus, puis c'est comme, regarde, moi, je focus sur ce que je peux faire, sur les lacunes qui sont sur le marché, tu sais, québécois, puis tu sais, je veux comme dominer le food des collations protéinées. Oui, mais c'était quand j'ai commencé dans le domaine d'entraînement, j'avais la mentalité que je veux être le meilleur. J'ai jamais voulu faire quelque chose juste pour être second best ou être average. C'est toujours, si je me donne, c'est pour être le meilleur dans le domaine. Et quand j'ai commencé dans le domaine de collation protéinée, c'était la même chose. Je voulais pas juste créer quelque chose qui était ordinaire, qui était average. Et je veux créer vraiment une collation qui devient la collation reconnue à travers le monde et d'éventuellement bâtir la meilleure entreprise pour les collations santé en Nord-Amérique. Une fois que tu trouves un peu l'idée de se dire qu'on veut lancer des collations, c'est le fun, mais après ça, trouver le bon produit, les formules, les ingrédients, est-ce qu'il a fallu que tu prennes beaucoup de temps à trouver le bon manufacturier? Comment est-ce qu'a été ton approche une fois que tu avais un peu l'idée? C'est sûr, comme tu sais, ça a commencé avec les beignes protéinés. Quand j'avais commencé, je pense j'avais fait environ 300 essais
de formulation pour avoir le beigne protéiné qu'on a connu. Mais après, as I went, les leçons que j'ai apprises dans le domaine d'alimentaire, c'est que le shelf life est tellement important. Le problème avec des beignes protéinés, c'est n'importe quel beigne, c'est un produit qui est mangé frais. Le durée de vie d'un beigne, c'est 2 jours. Même si tu le congèles et tu le dégèles, il perd sa fraîcheur assez rapidement. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris après avoir lancé les bangs. C'est les bangs, c'est tout on va dire comme un Bernie Bang ou un Homer's, ça va fonctionner. Les gens viennent, ils le mangent right away, puis après, c'est pas, t'as pas besoin d'avoir un shelf life. Mais quand tu rentres dans le marché retail, où ce que tu vas avoir ton produit qui reste sur l'étagère, tu veux qu'il soit santé, tu veux qu'il y ait des ingrédients clean, le bang, c'est pas ton produit pour aller avec. Surtout de le garder clean, ça se fait juste pas. Fait que, ça doit être, ça a été comme un gros défi à faire face. Je pense que dans le food, ça revient beaucoup à ça aussi. Puis après ça, à partir de là, ça a-tu été bon, on travaille sur des formules? Qu'est-ce qui serait comme le produit qui permettrait d'avoir un shelf life un peu plus long? Oui, c'est ça. Fait que j'ai toujours été un gros believer de demander à la clientèle qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'ils veulent sur le marché. Fait qu'au moins avec les bangs, ça m'a permis de rentrer dans le marché, de commencer à bâtir un following puis une banque de clients. Puis après, c'était juste, je demandais aux gens qu'est-ce qui manque dans le domaine des collations protéinées, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et la pâte à biscuits revenait toujours. Puis, tu sais, c'est vraiment, il y a un effet nostalgique avec la pâte à biscuits quand on était tout jeune, quand on achetait le rouleau de Pillsbury, quand nos parents ne regardaient pas, on en mangeait toujours cru. C'était un classique. Une fois que la pâte à biscuits protéinée revenait souvent, puis que j'ai vu sur le marché, il n'y avait rien en ce moment. Ben là, c'est comme, OK, il y a une fenêtre d'opportunité ici. On va pouvoir régler le shelf life avec la pâte à biscuits. Il va juste falloir trouver la bonne formulation pour qu'elle goûte bonne, comme de la vraie pâte à biscuits. Puis après, une fois que j'ai été capable de formuler ça, puis qu'on l'a réussi, mais là, on l'a lancé, puis ça a juste ça a explosé. Puis pour la pâte à biscuits, probablement, tu sais, as-tu un autre, plusieurs dizaines, cinquantaines, peut-être centaines de tests de saveurs, de formulation avant de réussir à avoir un produit Oui, qui ça a pris plusieurs tests. C'est sûr, rendu là, j'avais un meilleur bagage d'expérience grâce au bang dans le domaine alimentaire. Fait que j'ai été capable de m'y rendre un peu plus rapidement. Mais comme n'importe quel R&D, ça va prendre des essais-erreurs. Comme là, on est en train de travailler sur des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs, pardon. Quand tu fais une formulation, c'est le fun quand ça goûte bon aujourd'hui, mais qu'est-ce que le produit va avoir de l'air dans 2 mois? C'est facile de faire quelque chose qui va goûter bon aujourd'hui, demain, puis les 3 prochains jours, mais comment est-ce que le produit se conserve? Est-ce que dans 2 mois, il va être aussi bon? C'est sûr, c'est un produit naturel, c'est un produit frais. Fait qu'il va avoir une dégénération du produit qui est normale, mais il faut quand même qu'il soit vendable 2 mois plus tard. C'est là qu'il vient le challenge, parce que n'importe quel ingrédient que tu vas utiliser, même si tu fais juste rajouter, on va dire, une saveur d'érable, par exemple. Mais juste à rajouter ça, ça peut changer toute la formule du produit. Alors, ça se peut qu'il ne se conserve pas aussi bien que l'original ou les autres. Fait que c'est tous des tests à faire qui prend du temps dans le monde du R&D parce qu'il faut vraiment t'attendre le 2 mois. Qu'est-ce que le produit a de l'air 2 mois plus tard? Est-ce qu'il est encore vendable? Est-ce qu'il coûte encore bon? Est-ce qu'il est rendu dur comme de la roche? C'est beaucoup de tests et de développement à faire avant de pouvoir lancer quelque chose. OK, fait que non, on a en perspective, c'est il faut que tu trouves la bonne formulation de saveur, texture et tout. Et par la suite, il faut vous voyez après 2 mois, qu'est-ce que ça dit encore une fois. Fait que je présume que ça doit être beaucoup de formulation et d'attente. Oui, exact. Qui doit être Ouais, difficile après, aussi. si tu vois dans 2 mois que le produit il goûte plus bon, il a perdu sa texture, etc., là, c'est back to the drawing board, puis quel changement qu'on fait pour
améliorer le shelf life. Après, dans le domaine alimentaire, tu changes juste une chose à la fois. C'est parce que si tu en changes trop, tu ne vas pas savoir de où est-ce que le problème venait. Fait que tu fais un changement, après tu retestes. Ou tu vas faire 3-4 différentes batchs avec un changement différent chaque, puis après tu vois c'est quel qui t'amène plus proche du end goal. OK, fait que, je pense que c'est une belle façon que juste vouloir faire une nouvelle saveur d'un même produit doit prendre beaucoup de temps aussi parce que comme tu dis, c'est pas juste je rajoute du cacao dans mon produit puis ça devient chocolat puis that's it. Faut qu'il y ait d'autres tests ainsi et là. Exemple, les tests de durabilité, être sur un qui est stable et qui ne va pas moisir en 4 semaines. Puis après, il y a qu'est-ce que le produit goûte encore bon dans 2 mois. Non, fait que c'est beaucoup de tests et patience. C'est aussi une chose qui est un peu, je pense, qui peut être intéressant à savoir pour peut-être les gens. Tu as un produit, tu as une idée. Comment est-ce que par la suite, tu approches les magasins, les boutiques, de dire est-ce que c'est en ayant, comme tu as dit tantôt, un produit qui manque ou une lacune dans le côté alimentaire, ou c'est que tu essaies par volume d'aller voir le plus de magasins, franchises possibles pour qu'après ça, tu aies l'effet boule de neige? C'est sûr, le best, c'est de créer quelque chose qui est unique. Si tu rentres, on va dire, les barres protéinés, parce qu'il y en a tellement. Que tu sortes une barre protéinée qui est full innovante et différente, ça reste quand même une barre protéinée. Tu rentres dans un bassin qui est déjà très, très saturé. Même ton produit qui est super innovateur, mais il rentre dans le mauvais domaine. Et les barres de protéines, les gens ont déjà leur go-to. Les faire changer, c'est très, très dur. Et il y en a tellement, puis les marques qui ont en ce moment, ils ont du gros budget marketing. Fait que d'avoir un produit qui rentre dans un bassin saturé, c'est très, très difficile. Même si tu as le meilleur marketing, tu vas cogner à toutes les portes, très difficile. Mais quand tu as un produit qui stand out des autres produits qu'il y a sur les tablettes et qui est vraiment différent des autres, mais là, ça ouvre les yeux beaucoup plus. Puis, nos couleurs ils ont été choisies stratégiquement pour que ça ressorte des frigos. Le rose, il pète pas mal, le bleu, le mauve. Fait que c'est toutes des couleurs qui ressortent de l'ordinaire de qu'est-ce qu'on a dans les étagères. Puis c'était tout pensé stratégiquement. À l'œil, ces couleurs-là vont vraiment attirer l'œil beaucoup plus que toutes les autres brands qui ont toutes les mêmes couleurs. Fait qu'il faut vraiment, tu penses à chaque petite chose pour faire ton produit sortir de l'ordinaire. Et il faut que tu aies un produit qui est différent des autres. Comme ça, tu ne rentres pas dans la même gamme de toutes les barres protéines ou toutes les chips protéines, etc. Il faut vraiment que tu aies quelque chose qui est différent des autres et qui va sortir beaucoup. Puis ça, c'est un bon point aussi, dans le sens, après ça, pour trouver les idées, est-ce que c'est avec une équipe ou c'est avec, tu poses des questions à l'audience aussi? Comment est-ce qu'on réussit à mijoter des idées qui ne sont pas en place pour un marché qui semble exister depuis longtemps dans le food alimentaire, mais après ça, c'est de trouver ces petites lacunes-là ici et là. Oui, mais tu sais, c'est vraiment, faut être boots on the ground. C'est la chose la plus importante. Tu peux pas juste rouler ta business et pas te promener et avoir des interactions avec le public. Il faut faire des trade shows, faut t'interagir avec ton audience. Il faut vraiment que tu gardes les oreilles ouvertes at all times. Parce que sinon, si tu restes fermé dans ton bureau, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. C'est bien beau, les réseaux sociaux aussi, ça, mais meilleure réponse que tu vas avoir, c'est sur le terrain. Il faut être sur le terrain, parler avec les gens, au trade show, tu vas voir les nouvelles innovations. Et c'est de là que tu vas être capable de vraiment innover et avoir beaucoup d'inspiration. Oui, parce que je me rappelle, pendant tes débuts, je voyais des stories de plusieurs personnes ici et là. Tu faisais des dégustations dans des gyms, des boutiques. Je pense que tranquillement, pas vite, tu fais un nom aussi. Puis comme tu as dit si bien, c'est que tu es capable d'avoir un contact humain puis d'avoir un feedback tout de suite que de juste via les réseaux, que des fois, ça peut être un peu vague. Mais oui, c'est le même que la pâte à biscuits est née. C'était pas
Moi qui avais eu l'idée on va faire de la pâte à biscuits, j'avais eu l'idée de commencer les beignes. Mais après, c'était sur le terrain, quand tout le monde me disait Ah, j'aimerais ça qu'il y ait de la pâte à biscuits crue qu'on peut manger. Oui, mais si tout le monde en demande, on va le formuler. Puis il y avait le trou sur le marché. Fait que c'est de là que tu trouves tes nouvelles inspirations et tes nouvelles innovations. C'était la même chose avec les bouchées lyophilisées. C'était en faisant des trade shows qu'on a pu découvrir la technologie. Tiens, ben, je pense que c'est peut-être un bon point pour en parler parce que là, c'est tout récent aussi. Fait que, tu sais, comment est-ce qui a été le processus? Là, on a la pâte à biscuits qui, tu sais, a connu un succès phénoménal. Là, tu sais, tranquillement pas vite, tu sais, oui, on a nos produits, mais il faut développer autre chose. Puis là, on est arrivé, là, c'est comme des biscuits lyophilisés. Là. Malheureusement, je ne les ai pas achetés encore. Je vais y aller tantôt en essayer. Je les ai Ouais. vus passer. Dans le fond, c'est notre produit qui a passé un procès de lyophilisation. Ce que ça fait, c'est que ça va geler et chauffer le produit en même temps. Fait que ça va tout aspirer l'humidité du produit. Ça va comme l'assécher. Et ça crée des bons petits biscuits avec notre produit. Fait qu'à place d'avoir là, on a la pâte à biscuits qui est frais, qu'on mange tel quel, mais après, avec le procès de lyophilisation, ça donne des petits biscuits bite-size. Alors, c'est un produit qui est très, très le fun. Pour nous, l'avantage qu'on avait, c'est que ça nous donne maintenant un produit qui est stable sur les étagères. Ça n'a plus besoin d'être réfrigéré, vu que toute l'humidité a été sortie du produit et que ça a été asséché. Fait que ça nous donne comme un autre produit totalement différent, mais qui est à la source les mêmes ingrédients, les mêmes macros. Tout est pareil, sauf maintenant, il est rendu asséché et il est rendu dans un petit biscuit qui est stable sur l'étagère. OK, wow. Fait que, tu sais, je pense que c'est une très, très belle façon d'être innovateur sans trop, tu sais, devoir reformuler au complet puis tout refaire un processus à nouveau. C'est ça. Fait qu'au moins, tu sais, on n'a pas tout changé la patente. On a vraiment, c'est la même formule, sauf maintenant, il a été dans un procès de lyophilisation qui a tout asséché. Là, c'est sûr, le procès de lyophilisation, il y a plusieurs façons de pouvoir lyophiliser. Fait qu'il y a eu bien des tests avant de trouver la bonne façon de faire. Mais maintenant, on l'a trouvé et ça fait une semaine que ça a lancé et ça commence déjà à exploser en fou. Parce que là, c'est ça, c'est qu'on prend la pâte à biscuits pour le processus de lyophilisation, puis ça refait comme une sorte de biscuit un petit peu que là, on peut vraiment mettre sur tablette qui doit se garder beaucoup plus longtemps aussi. Exact. Donc là, sur tablette, on a un shelf life de 12 mois. OK, wow. Ouais, Là, à partir de là, on a-tu comme une vision un peu de expandre sur plus de magasins ou on veut focuser sur d'autres produits parce que là, on a quand même déjà une belle variété de ce qu'on a actuellement. Oui, là, c'est sûr. Écoute, on va toujours garder nos oreilles ouvertes pour des nouvelles innovations. C'est la manière que le produit lyophilisé est venu. C'était pas dans notre pipeline pantoute. L'opportunité est venue. On a travaillé avec Shop Santé pour le développer et le lancer. Et c'était vraiment comme un Is it gonna work? Is it not? On ne sait pas. But Shop Santé voulait le lancer avec nous. Alors, on a fait le lancement. Ils vont l'avoir en exclusivité pendant 3 mois. Et ensuite, on va pouvoir voir avec les chiffres c'est quoi que l'audience pense. À date, c'est très prometteur. Ça a super bien commencé. Les gens capotent dessus. Ça risque de rester dans l'alignement des collations. Et 2026, never say never, but on risque de se concentrer juste sur la pâte à biscuits et le mode lyophilisé. Et on veut emmener des nouvelles saveurs en 2026. Donc, on a une saveur à l'érable qu'on veut sortir. On a une saveur cookies and cream qu'on veut sortir. La saveur d'érable, ça va être une saveur estivale seulement. Fait que ça va être pour juste la saison des érables. Cookies and cream, ça va être un pilier qui va rester à temps plein et qui risque d'être en lyophilisation aussi. Non, c'est le fun. Fait que, c'est de réussir à être innovateur, je pense que ça a été un beau point aussi, puis une belle réussite de trouver une façon de comme, optimiser puis de toujours sortir quelque chose qui est nouveau, en même temps de pouvoir un peu limiter les coûts si je me lance un peu là-dedans. Là. Ouais.
Oui, non, c'est sûr. Tu sais, quand tu rentres dans un R&D d'un complètement nouveau produit, il y a des coûts, il y a tellement de tests, ça finit pas. Tu sais, même avec la lyophilisation qui était plus simple, il y a quand même eu beaucoup de pertes pour trouver la bonne façon de faire dans la machine lyophilisée. Fait qu'au moins, on a pu limiter ce côté-là de casting pour développer un nouveau produit. Ça, sur des nouveaux produits, est-ce que c'est différent sur le processus de trouver une nouvelle saveur? Est-ce que c'est avec le manufacturier, il faut vraiment comme avoir un gros plan de match? Parce que là, c'est ça, comme tu dis, il doit y avoir Mhm. des pertes aussi. Est-ce que la Mhm. MAPAC doit son mot à dire? Y a-t-il des réglementations aussi un petit peu au niveau Non, du four? avec la réglementation, nous, on est certifié CFIA HACCP, fait que c'est le plus haut grade de certification que tu peux avoir au Canada pour un manufacturier. C'est sûr, il y a beaucoup de normes à respecter. Une fois que tu as une formulation, c'est tout envoyé directement à eux. Ils vérifient tes barcodes, être sûr que tout est standard. C'est sûr, il y a un enjeu que tu peux être off de 20 plus ou moins. On essaie vraiment de rester en plein centre. Fait que sur nos pâtes à biscuits, on est listé à 24 grammes de protéines parce qu'en réalité, quand on a fait nos tests, on variait toujours entre 22 et 26. Ça va vraiment juste avec le dosing. Si tu as un pot qui a 65 grammes versus tu en as un qui a 58 au lieu de 60, ça va toujours varier dans l'alimentation, puis c'est bien connu. Fait qu'après qu'on a vu que on était toujours dans le range de 22 à 26, on a été en plein milieu comme ça. On est vraiment le plus optimal possible avec nos macros. Il y a d'autres compagnies qui sont moins intègres, qu'eux, ils vont être peut-être à 16 grammes de protéines réelles dans tout le produit, mais ils vont le lister à 22, 23 grammes parce qu'ils vont aller chercher le 20 d'erreur que tu as le droit d'avoir. Mais, je viens du domaine d'entraînement où ce que j'ai été mentoré par Charles Poliquin, où ce qu'il disait toujours, ta réputation, c'est tout. Ça peut prendre des années à bâtir ta réputation, mais ça peut prendre 30 secondes la ruiner. Alors, c'est avec cette mentalité-là qu'on fait toutes nos choses. Tout est vraiment intègre. Ce que tu lis sur le label, c'est ce qu'il y a dans le produit. Puis comme je dis à tout le monde, si je te ferais signer un NDA, je t'emmène dans la cuisine. On suit exactement les ingrédients qu'il y a sur le packaging avec les bons ratios, évidemment. On va avoir exactement le même produit que tout le monde mange à tous les jours. On n'a vraiment rien à cacher. Puis c'est avec cette intégrité-là que je crois que ça fait une grosse différence entre les entreprises qui finissent par être des grosses entreprises et d'autres entreprises qui ont moins d'intégrité qui restent locales. Ben, je pense que tu en as un très, très, très bon point parce qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être pas au courant de cette réglementation-là parce que, comme tu as dit si bien, je veux dire, ça dépend vraiment de l'individu. Tu as le choix d'être 100% intègre comme vous faites, de dire, ben, on est entre 22 et 26, fait que, tu sais, notre sweet spot, c'est 24, mais il y en a d'autres, ça pourrait être crime. Ben, nous, on est entre 22 et 26. Fait qu'on, ou, tu sais, on va mettre moins, bref, tu sais, juste pour dire qu'il y a qui ont 16 grammes à l'intérieur, mais qui finalement, ils écrivent 24 sur l'étiquette parce que dans la légalité des choses, ils peuvent, sont sur le barème d'erreur. Mais je pense que c'est un bon Mhm. point à dire que, comme tu dis encore une fois si bien, que je veux dire, de la confiance, ça se bâtit, mais que ça prend juste un scandale ou une fois que c'est arrivé dans le passé avec des grosses compagnies qui ont voulu étirer la sauce le plus possible, mais que quand ils sont fait avoir, finalement, c'était un peu moins drôle, là. Mais ouais, c'est ça qu'on veut pas. Avec, quand tu es juste réglementé par la MAPAC, ils viennent jamais checker tes choses. Quand tu es réglementé par le CFIA, mais là, c'est rendu le fédéral. Puis eux, ils peuvent venir n'importe quand. Tu n'as aucune idée et tu reçois un appel, on s'en vient, puis tu n'as pas le choix d'ouvrir tes portes. Puis eux, ils vont tout checker. Ils vont checker ta liste d'ingrédients, les ingrédients que tu as dans ton entrepôt. Et ils vont te regarder faire tes formulations. Ils vont être sûrs que quand tu fais ton mélange de recettes, tout ce qui rentre dedans, c'est ce qu'il y a sur l'étiquette. Fait que tu peux pas mettre d'autres choses qui n'est pas listé parce que tu vas te faire ramasser.
puis ils ont le pouvoir de pouvoir arrêter toutes tes opérations puis de faire un recall si tu ne suis pas les choses comme du monde. Quand tu es rendu là, tu niaises pas, tu ne prends pas la chance. Quand tu es juste réglementé MAPAC, il n'y a pas de supervision. C'est tellement facile de pouvoir mal faire les choses, mais c'est là que tu vois, quand tu as une compagnie qui est vraiment intègre, ils vont aller chercher les plus hauts grades de certification. Et une fois que tu as les plus hauts grades de certification, mais là, ça t'ouvre la porte à les gros marchands comme Metro. On a été super chanceux. Ils nous ont approchés au mois de février. On a fait le lancement au mois d'août dans tous les métros du Québec. Mais de la seule façon qu'on aurait pu faire ça, c'est en ayant tous nos papiers in order pour avoir les bons permis en place. Sinon, ils ne toucheront pas à ton produit. Ça, c'est-tu, là, je me trompe, c'est CFIA, c'est-tu quelque chose qui est écrit sur le label aussi? Exemple, quelqu'un qui voudrait regarder ou c'est juste dans les Non, registres? c'est tout dans le database. Il y a personne qui écrit vraiment les certifications qu'ils ont de manufacturiers sur leur packaging. Mais une bonne règle générale, c'est si tu es dans les gros marchands comme Metro, IGA, Supercité, etc., ou même Costco, tu n'as pas le choix de les avoir. Si tu n'es pas dedans, c'est pas parce que ton produit ne se vend pas, c'est probablement à cause que tu n'as pas les papiers nécessaires pour être dans cette ligue-là. OK. Je pense que ça, c'est un très bon point parce que, comme, encore une fois, c'est des choses qu'à moins d'être dans le domaine, de vue de l'ensemble, je pense que le commun des mortels ne va pas se poser cette question-là en termes de réglementation. Ça va juste être qu'est-ce qui est sur le label, puis qu'est-ce qu'ils font dans l'usine, ça ne me regarde plus, mais à un certain point, il faut, surtout comme dans le monde du fitness, on se fie beaucoup au label, qu'est-ce qui est écrit Ben dessus, oui. mais si tout le monde est à 20% en négatif, ben après ça, ça vient peut-être jouer en défaveur pour les clients. Ah oui, 100%. Il y a la grosse notion que 20% de marge d'erreur, c'est énorme. Être, on va dire, un produit qui est plus haut en glucides, si on va dire, il est listé à 20 grammes par portion, mais légalement, il est correct, c'est à 24 grammes. Ça commence à être un gros enjeu. Tu en manges surtout quelqu'un qui est en perte de poids. Il mange 5 portions par jour comme ça. Il pense qu'il est à 100 grammes de glucides, mais en réalité, il est à 120. Après, les choses ne bougent pas comme qu'il aimerait. Il ne comprend pas. Il suit tout à la lettre. Mais c'est des enjeux qui peuvent jouer une grosse différence à la longue quand tu commences à compound un 4 grammes de plus ici, 4 grammes de plus là. Ça monte vite. Surtout avec tes gras, si tu manges 50 grammes de gras, mais tu as le 20% de manœuvre que tu as le droit. Mais là, le 50 grammes, ça se peut que ça soit du 60 grammes à peu près. Mais là, on prend 10 grammes, ça paraît pas beaucoup, mais c'est 90 calories de plus de gras. C'est quand tu rajoutes ça tous les jours, ça peut t'emmener overboard. Non, exact. Puis, je veux dire, les compagnies qui sont un peu moins tech vont pas le mettre dans l'avantage du client, mais bien l'avantage de leur aussi. 100%. Un peu si on parle de vision court terme, long terme, là, on a une belle expansion. Est-ce qu'on a déjà un peu une vision de où est-ce qu'on veut s'en aller avec les produits ou on est encore un peu en mode observation puis on saisit l'opportunité? Ouais, fait que là, on est bien content comment les choses se déroulent au Québec. Donc là, la prochaine étape pour 2026, c'est de percer le marché ontarien. Là, on veut commencer à prendre de l'expansion nationale. Fait qu'on on veut commencer une bonne expansion dans le marché ontarien et ensuite le reste du Canada pour 2026. OK, cool. Puis là, c'est une chose qu'on n'a peut-être pas discuté, mais là, je présume que tu ne dois pas être seul non plus dans le business. Avez-vous plusieurs équipes? Comment ça fonctionne à l'interne? Oui, fait que là, on a une bonne équipe d'actionnaires. Ça a commencé, c'était juste moi, puis après, au fil que ça grossit, c'est un domaine d'alimentaire que si tu es tout seul, tu ne vas pas te rendre loin. Tu as vraiment besoin d'une bonne équipe. Ça coûte très cher, le domaine d'alimentaire. Les gens ne le voient pas, mais avoir une compagnie de manufacturation de bouffe, c'est très, très cher. Alors, ça prend beaucoup de capital, beaucoup d'investissement pour pouvoir
survivre et bâtir la business. Fait que, une fois que ça a lancé et que les choses commençaient à aller de mieux en mieux, c'est sûr, on a été victime de notre succès où ce que normalement, il y a personne qui se rend dans un métro dans leur première année d'un produit. On a lancé la pâte à biscuits au mois de septembre 2024. Fast forward à septembre 2025, on était dans tous les métros du Québec. C'est quelque chose qui arrive juste pas. C'est du jamais vu. Mais à cause de ça, on est victime de notre succès dans le sens qu'il a fallu qu'on réagisse très rapidement pour qu'on puisse faire les investissements nécessaires pour qu'on puisse suivre le trend de momentum qu'on avait. C'est juste un exemple, les permis de CFIA, mais c'est un coût de 5 000 à tous les mois qu'il faut que tu payes. Si tu ne le payes pas, tu peux pas avoir le permis. C'est très, très gros comme coût. Et c'est une des raisons pourquoi que les petites compagnies locales n'embarquent pas dedans, parce que, il y a plus de restrictions, puis ça coûte cher. Et si on parle de 60 000 par année juste pour être permis de faire de la manufacturation dans l'alimentaire. Fait que les coûts peuvent monter très, très vite. Fait que c'est une entreprise qui peut être très coûteuse, mais le but à long terme, c'est du volume. Fait qu'une fois que tu as du gros volume, mais là, ça commence à s'équilibrer, mais durant les 2-3 premières années, ça peut être très coûteux. Fait que je pense que ça m'ouvre une belle porte sur est-ce que une des parties du succès, ça a été de trouver aussi les bons partenaires au bon moment aussi, parce que là, juste ça, c'est 60 000 par année pour pouvoir produire. Là, on n'a pas calculé de pertes, on n'a pas calculé de fabrication, ni de machines, ni tous les autres coûts qui s'engendrent. Fait qu'est-ce que ça a été de trouver ces bonnes personnes qui ont réussi à vraiment, comme tu dis, saluer l'expansion souhaitée, puis qu'on a même entré dans les métros en 1 an moins et moins. Oui, c'est sûr. L'équipe d'actionnaires était vraiment bien bâtie dans le sens, j'ai été très chanceux. Mon père, il est en business depuis 40 ans. Il a bâti une très belle entreprise. Il a toute l'expérience du monde côté business. Fait qu'il est embarqué pour vraiment être le gars des chiffres, pour être sûr que tous les chiffres font du sens. Parce que dans le business, si tu n'as pas de marge, tu n'as pas de business. Fait que lui, il est vraiment exceptionnellement bon avec les chiffres et la stratégie pour nous éviter à faire des erreurs qui pourraient être très coûteuses. J'ai mon frère qui s'occupe du volet marketing, réseaux sociaux, etc. Et on a été très fortunés d'avoir Étienne Boulay qui a voulu embarquer avec nous, qui a vraiment été un gros coup de pouce côté marketing pour faire connaître le produit. C'est une très grosse notoriété au Québec et ça a vraiment aidé de nous emmener de ici à ici beaucoup plus facilement que ça l'aurait été sans lui. Et c'est une des raisons qui nous a aidé à nous faire découvrir par Métro qui ont voulu nous rentrer aussi. Fait que l'équipe a vraiment été bien bâtie, a été bâtie pour qu'on ait du succès. C'est sûr, il y a beaucoup de challenges dans le domaine alimentaire, mais au moins, on a pu fast-track beaucoup de choses et d'être capable de réagir et investir pour qu'on puisse être capable de suivre le mouvement de momentum qu'on a. Oui, je pense que ça amène au bon point sur le fameux dicton de est-ce qu'on aime mieux avoir une petite pointe de tarte ou d'avoir la tarte au complet. Les gens ont souvent peur de donner des actions de leur compagnie, mais à la fin de la journée, si tu es tout seul, tu vas juste te rendre à un certain point. C'est ça à 100%. Si j'aurais resté tout seul du jour 1, Juju ne serait pas où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. On aurait flatline, on n'aurait sûrement pas eu le capital pour investir dans une deuxième, troisième saveur aussi rapidement qu'on le fait. Parce que veux pas, quand tu commences des nouvelles saveurs, les minimums de quantité de packaging qu'on peut commander, c'est 50 000 unités. Fait que, tu sais, le capital à investir, ça monte vite, puis pas à peu près. C'est sûr, si j'aurais été tout seul, on n'aurait sûrement pas rentré chez Métro en 1 an. On n'aurait sûrement pas eu les deuxième ou troisième saveurs.
on n'aurait pas le momentum qu'on a aujourd'hui. Alors, tu sais, les gens qui ont peur de donner une partie de leur compagnie, oui, il ne faut pas que tu le donnes à n'importe qui, il faut que tu le donnes à des gens qui vont apporter de la valeur dans le business et qui vont être capables de te rendre de point A à point B beaucoup plus rapidement et efficacement. Il y a un de mes mentors dans le monde du gym qui disait « The bigger the dream, the more important the team ». C'est vrai à 100%, peu importe l'entreprise que tu es dedans. Si tu y vas tout seul, tu ne te rendras pas très loin versus si tu as une équipe qui t'aide à aller dans la bonne direction, tu vas pouvoir te rendre beaucoup plus loin. Non, exactement. Ça amène un très bon point. Puis j'aimerais tranquillement transitionner vers une belle conclusion un peu. Puis j'aime toujours terminer un peu sur un volet, sur si les gens auraient une chose à retenir de l'épisode, un peu que ce soit au niveau de partenariat ou un peu se lancer en business. Ce serait quoi un petit peu ton idée là, sur qu'est-ce que les gens devraient retenir aujourd'hui? C'est sûr, il n'y a pas vraiment une chose, c'est plus un ensemble global. Attends-toi pas que ça soit facile. Ça va être très, très dur, mais si tu crois dans ton produit ou ton idée, vas-y full throttle. Don't hold back, vas-y full throttle. Et après, une fois, quand tu commences, analyse le marché. Fais pas juste t'embarquer dans un marché pour t'embarquer, analyse le marché pour apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Quand j'ai commencé, j'avais aucune idée comment le domaine alimentaire fonctionnait, mais je l'ai analysé, je l'ai étudié, je l'ai appris au fur et à mesure. Dans mes premiers mois, je ne connaissais pas c'était quoi le CFIA, les permis, la regulation. Je ne connaissais rien, mais je me suis obsédé sur l'industrie, j'ai commencé à apprendre, j'ai étudié l'industrie et après, j'ai su me faire un game plan en conséquence. Et ensuite, il ne faut pas que tu aies peur de demander de l'aide. Tu risques d'en avoir besoin beaucoup plus de qu'est-ce que tu penses. And there's nothing wrong with that. The more help que tu peux demander, le mieux que tu vas être capable de grossir en ta faveur. Non, je pense que c'est un très, très beau point de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ça revient un peu, comme on a dit, de ne pas avoir peur à splitter notre fameux start parce que tu peux toujours aller plus loin en étant plusieurs personnes et en demandant de l'aide, chose que c'est même pas une question d'être égocentrique. Je pense que les gens qui sont dans le domaine, ça leur fait plaisir un peu de partager leur savoir pour voir d'autres entrepreneurs pouvoir réussir par la suite. Oui, 100%. Tu es toujours mieux d'avoir une belle équipe que d'être seul parce que tu ne te rendras pas nulle part. Non, ça, c'est excellent. Fait que je te remercie encore une fois, Julien, pour ta participation. Moi, pour ça, je vais aller. Merci de l'invitation. Oui, avec plaisir. Je vais aller essayer les petits biscuits lyophilisés. Ah ouais, non, tu me tiendras au courant comment tu les trouves. Ben oui, là, fait que je te remercie encore. Merci à tous pour votre écoute, puis on se voit dans un prochain épisode. Là. Merci.